Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2984 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 juillet avec des anniversaires et tout d'abord celui du gardien de l'équipe de France. Il s'agit de Mike Maignan. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On espère là dans quelques jours qu'il soit exceptionnel contre le Portugal après-demain lors du quart de finale bien sûr de l'Euro. Il y a d'autres anniversaires aujourd'hui comme Balogun, l'attaquant américain de l'équipe de l'AS Monaco. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Demirbay, joueur du côté du Galatasaray, fête aujourd'hui ses 31 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord avec l'Euro, les deux derniers huitièmes de finale. Et tout d'abord, le dernier match hier soir à 21h entre l'Autriche et la Turquie. Et c'est les Turcs qui se sont imposés 2-1 lors de ce huitième de finale. Donc Demiral, l'unique buteur du match côté turc, le doublé pour lui, c'est comme un défenseur les gars, il a marqué les deux buts, félicitations bien sûr, contre un but de Grigoric, côté autrichien. Donc je regarde un petit peu le match, c'est vrai que l'Autriche a eu plus de tirs, plus d'occasions, mais c'est bien les Turcs qui ont été plus efficaces. La Turquie c'est 6 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe de France devrait s'inspirer un petit peu de cette équipe turque ultra efficace quand on sait que la France a plus de 30 tirs dans les matchs mais il n'arrive pas à marquer. Il leur faut seulement 6 tirs, 3 tirs cadrés pour marquer, 2 buts quand même de la rencontre. Et l'Autriche a plus de 21 tirs, 5 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Donc félicitations à la Turquie qui se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro, bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt rare pour eux d'aller aussi loin dans un tournoi. La Turquie atteint les quarts de finale d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 2008. Donc voilà, ça datait, bien sûr, ça faisait plus de 16 ans qu'ils n'avaient pas atteint les quarts de finale, soit d'un Euro, soit d'une Coupe du Monde. Cette équipe de la Turquie est le meilleur joueur et l'homme du match, c'est lui. Il a marqué le doublé côté turc. C'est le joueur Merih Demiral qui est élu homme du match. Bon, plutôt logique, j'ai dit, il inscrit les 2 buts côté turc. Et c'est fou les gars, parce que lors de ses 47 derniers matchs avec la Turquie, il a marqué 2 buts. Et hier, lors d'un huitième de finale, il marque également 2 buts. Mais voilà, en un match. Alors que sur les 47 derniers matchs, il avait marqué également 2 buts avec sa sélection. Et Merih Demiral est le premier défenseur à inscrire un doublé lors d'un match élimination directe d'une Coupe du Monde ou d'un Euro depuis Lilian Thuram avec l'équipe de France face à la Croatie. C'était lors de la Coupe du Monde 1998 quand un défenseur a marqué un doublé lors d'un match élimination directe. Ça datait, ça faisait quasiment plus de 20 ans. Donc voilà, pour montrer la performance XXL quand même du défenseur turc. Et par rapport à un de ces 2 buts, surtout le premier qui a été inscrit au bout de 57 secondes de jeu, c'est un record. Demiral a inscrit hier soir le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro en phase d'élimination directe à l'Euro. Donc lors des matchs coup près, je vous dis, lors des matchs élimination directe, donc 57 secondes, maintenant c'est le record du côté du championnat d'Europe des nations. Donc il a marqué ce but un peu dans ce cafouillage, on s'est tiré, le corner tiré par Arda Güler, et après on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il était là au bon moment, au bon endroit, il a envoyé une grosse frappe du pied gauche sous la barre transversale, et son deuxième but, donc ça a été inscrit de nouveau par lui, mais de nouveau corner de Arda Güler, et là il prend le corner, la balle de la tête. Donc magnifique doublé bien sûr pour lui. Et en parlant maintenant de Arda Güler, donc passeur d'Arda Güler, c'est vrai que c'est lui à l'origine des 2 corners qui amènent au but, mais sur celui-là les gars, il n'est pas passeur D, parce qu'après il y a le cafouillage, donc il y a des joueurs qui touchent le ballon entre Arda Güler bien sûr et le buteur Demiral, alors que là sur le corner du deuxième but, donc là c'est lui bien sûr qui dépose millimétré. Par exemple, c'est Antoine Griezmann, les gars qui tirent des corners n'importe comment en équipe de France, il devrait s'inspirer tout simplement d'Arda Güler parce qu'il a une belle précision sur les centres, et c'est vraiment une force, bien sûr, quand tu as un très bon tireur de corner. Et c'est qu'Arda Güler, les gars, il nous a fait un énorme match, le jeune joueur du Real Madrid. Une passe D, 2 dribbles réussis sur 3 tentés, 2 passes clés, une passe qui amène un tir en gros, une grosse occasion créée, 51 ballons touchés, il a réussi 25 passes sur 31 tentées, 7 duels remportés sur 8 en tout. Donc oui, c'est un énorme match de la part du jeune Arda Güler, et un record pour lui. Donc Arda Güler est le 3e joueur de moins de 20 ans à marquer et faire une passe D dans un Euro, après Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, c'était en 2004, pareil, Ronaldo, Wayne Rooney, un but, une passe D à moins de 20 ans, et lui aussi à moins de 20 ans, il a 19 ans, je ne sais plus 19 ans et combien de jours, mais voilà, il a moins de 20 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, félicitations bien sûr au jeune Arda Güler. Et les supporters autrichiens ont lancé des gobelets à Arda Güler dans le coin, c'est dans le coin de corner. Il a obtenu la passe D, s'est retourné et a tendu l'oreille aux fans par rapport au deuxième but où j'ai dit là, ce corner là. Donc il a reçu des gobelets, des projectiles de la part des supporters autrichiens qui étaient juste derrière lui. Donc regardez ce qu'il a fait. Il s'est retourné après qu'il ait marqué Demiral. Il s'est retourné, même pas parti célébrer avec Demiral.
il s'est retourné, il a fait ça bien sûr aux supporters autrichiens après le 2-0. Et à noter que l'Autriche est revenue dans le match 1-2-1, ils auraient même pu accrocher le 2 partout les gars, s'il n'y aurait pas eu l'énorme arrêt de Mert Günok, le gardien de cette équipe turque qui nous a fait un arrêt exceptionnel. Là on était à la 93e minute et 50 secondes. Hein. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il restait 10 secondes. Donc voilà, s'il marquait là, il restait plus rien après. Et du coup, l'arrêt incroyable. Hein. L'arrêt énorme tout simplement du gardien turc. Hein, parce que sinon, c'était égalisation. Puis ça sera allé après les prolongations tout simplement. Et la tête de Gardner, hein, à la dernière seconde, valait 0,94 de XG. Ce qui veut dire qu'un gardien n'a statistiquement que 6% de chance de stopper le ballon dans ces circonstances. Et il a fait l'arrêt tout simplement. Donc, on est en 94 plus. On était déjà à la fin du temps additionnel. Donc, il ne restait plus rien. Et là, il a fait un arrêt voilà, qui qualifie, on peut dire. Son équipe, ça vaut un but, un arrêt comme ça, les gars. Donc, incroyable. Et voilà ce qu'elle va dire sur ce gardien. On peut retenir toutes les notes du côté des joueurs turcs. Donc Merih Demiral, une note de 9,8 sur 10. Voilà, un match exceptionnel de sa part. Arda Güler, c'est une note de 7,5. Donc voilà, tout le monde a quasiment fait son match du côté de la Turquie. Et du côté de l'Autriche, donc l'Autriche est éliminée de l'Euro. C'est dommage pour eux parce qu'ils ont quand même fini devant l'équipe de France et les Pays-Bas. Pourtant, la France et les Pays-Bas, eux, sont qualifiés pour l'écart. Alors que l'Autriche, qui a fini en tête du groupe, eux sont éliminés. Pourtant, ils avaient entre guillemets l'adversaire peut-être entre guillemets le plus abordable parce qu'ils ont fini premier. Quand tu finis premier, tu as les meilleurs adversaires qui finissent deuxième ou troisième, enfin normalement. Mais bon voilà, pour eux c'est fini. L'Autriche, pourtant ils ont quand même une belle équipe, mais voilà, donc ils ont réussi en match de poule, mais là en match élimination directe, c'est fini pour cette équipe. Et pourtant l'Autriche, tiens regardez, il y a quelques semaines, enfin quelques mois, parce que c'était au mois de mars, il y a eu un match amical Autriche-Turquie, 6-1, ils avaient posé à cette sélection turque, c'était exactement le 26 mars 2024, c'était un match de préparation, souvenez-vous, c'était la première trêve internationale du début d'année, 6-1, ils avaient mis l'Autriche, mais voilà, c'est un match là qui comptait pour du beurre, parce que le match qui compte, le match officiel, et hier on sait que c'est plutôt les Turcs qui se sont imposés 2-1. Voilà ce qu'elle va dire sur ce Autriche-Turquie. Félicitations à la Turquie qualifiée pour les quarts de finale. Et l'autre rencontre un peu plus tôt hier, c'était entre la Roumanie et les Pays-Bas. Là aussi, la Roumanie qui a fini en tête de son groupe, il joue contre un troisième, donc les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 3-0. Donc Cody Gakpo, buteur, et un doublé de Malen, le premier doublé sur cet Euro. Il a fallu attendre le dernier huitième de finale pour voir un joueur marquer 2 buts dans un même match. Donc voilà, 3-0 pour les Pays-Bas, qui ont totalement dominé cette équipe de la Roumanie. C'est que pour les Pays-Bas qui avaient fini troisième, on savait, dans la bonne partie du tableau, la Roumanie, on se dit voilà, c'est un adversaire totalement à la portée, bien sûr, c'était le tirage parfait pour eux. Et voilà, ils ont détruit, on peut dire, parce que les stats là sont quand même énormes, bien sûr, pour la sélection néerlandaise. Et du coup, les Pays-Bas sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro 2024, après avoir fini troisième, meilleur troisième. Et voilà, ils sont au moins en quart de finale. C'est vrai que les Pays-Bas sont en quart de finale de l'Euro pour la première fois depuis 2008, un peu comme les Turcs qu'on parlait tout à l'heure. Donc à l'époque, Schneider, Robben, Van Persie ou encore Dirk Kuyt avaient perdu face à la Russie d'Arshavin 3 après prolongation. C'était en 2008. La dernière fois qu'ils avaient arrêté un écart, ils avaient été éliminés en quart. La dernière fois, ils étaient aussi loin. On peut dire cette sélection néerlandaise. Pourtant, ils avaient été dans le groupe de l'équipe de France et de l'Italie. C'est un groupe de la mort, on peut dire, en 2008 lors de l'Euro. Donc il y a Italie, France, Pays-Bas, une autre équipe, je ne sais plus trop c'est qui. Et ils avaient quand même fini devant, bien sûr, la France et l'Italie. Ils avaient même battu l'Italie 3-0 et la France 4-1. Alors que l'Italie et la France, 2 ans avant, en 2006, ils avaient été en finale de Coupe du Monde. Et là, on parle de l'Euro 2008. Donc voilà, cette sélection néerlandaise. Et c'est vrai que les Pays-Bas et la Turquie, depuis 2008, ils n'ont pas atteint les quarts de finale. Donc il y a une équipe, vu que les deux vont s'affronter, qui ira au moins en demi-finale, tout simplement, de cet Euro, vu que les deux vont s'affronter là d'ici quelques jours. On va parler de l'homme du match, les gars. C'est Cody Gakpo qui est logiquement élu homme du match. Logique, un but, une passe D pour le joueur de Liverpool. Encore une énorme performance, bien sûr, de sa part. Donc voilà, au bout de 19 minutes de jeu, il a marqué ce sublime but. Et c'est vrai que ses stats lors de cet Euro, c'est 3 buts et une passe D. Il revient au même niveau que par exemple Miko Tadze, qui a exactement les mêmes stats. 3 buts, une passe D, Miko Tadze. Mais Miko Tadze ne marquera plus vu que la Géorgie est éliminée. Et lui, il lui reste encore au moins un match à disputer, bien sûr. Les quarts de finale. Et Cody Gakpo en tournoi majeur, donc on parle Euro et Coupe du Monde, et c'est pas mal, c'est quand même 9 matchs, mais déjà 6 buts inscrits, donc c'est simple, 3 buts en Coupe du Monde, 3 buts à l'Euro, c'est son premier Euro, 3 buts,
lors de la dernière Coupe du Monde. Il avait marqué également 3 buts, donc voilà, c'est un joueur bien sûr qui rayonne, on va dire, dans les grands tournois avec les Pays-Bas, hein, ce joueur Cody Gakpo. Et concernant Malen, hein, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai dit, hein, donc il a inscrit du coup le premier doublé de cet Euro 2024. Hein, il aura fallu attendre quand même pas mal de jours, hein, on peut dire, de compétition pour voir le premier doublé. Et la Roumanie du coup était éliminée, eux aussi avaient fait le gros coup, ils avaient fini premier de leur poule. Bon, ils avaient tous fini à 4 points. Hein, c'est que le premier à 4 points, et le dernier ça a été l'Ukraine, ils avaient 4 points. Mais la Roumanie, meilleure différence de but, avait fini devant par exemple la Belgique ou la Slovaquie. Donc voilà, concernant ce groupe, les gars, avec la Belgique, Slovaquie, tout le monde est éliminé. Hein, donc l'Ukraine avait été éliminée 4ème, et la Belgique éliminée par la France, la Slovaquie éliminée par l'Angleterre, et la Roumanie éliminée par, hier, hein, par les Pays-Bas. Du coup, les deux résultats, donc les Pays-Bas 3-0, la Turquie 2-1, donc ce qui veut dire, voilà, on savait que c'était la confrontation entre Pays-Bas-Turquie pour une place en demi-finale de ce championnat d'Europe des Nations. Du coup, on est passé de 16 à 8 équipes. Donc voici les 8 équipes qui peuvent prétendre remporter l'Euro. Donc parmi ces 8 équipes-là, les 8 jours-là, un remportera bien sûr ce championnat d'Europe des Nations. Dans maintenant 11 jours, on est le 3. N'oubliez pas que la finale, c'est le 14 juillet prochain. Et du coup, le tableau final, donc voilà, avec une grosse partie de gauche. Donc maintenant, la partie droite est quand même costaud, bien sûr. Hein, mais voilà, c'est vrai que la partie de gauche est énorme. Hein, donc Espagne, Allemagne, Portugal-France, il y aura un Pays-Bas-Turquie et un Angleterre-Suisse, bien sûr, en quart de finale. Et le programme, les gars, donc tout se jouera entre vendredi et samedi. Donc tout d'abord, la première affiche, ça sera vendredi 18h, l'Espagne contre l'Allemagne. Ça sera sur TF1 et sur beIN Sport. De toute façon, beIN Sport diffuse tous les matchs. Donc 18h et quelques heures, 3 heures après, les gars, sera le Portugal contre l'équipe de France, diffusé sur M6, attention. Vendredi soir et le lendemain, ça sera donc les deux équipes qui gagneront là s'affronteront après en demi-finale. Ça sera mardi prochain. Et le samedi, donc à 18h, Angleterre-Suisse sur M6 et le soir Pays-Bas-Turquie sur TF1. Donc là aussi, les deux équipes qui s'affronteront bien sûr mercredi prochain. Et après, la finale sera dimanche prochain, bien sûr, le 14 juillet. Concernant, chaque affiche, on va faire dans l'ordre, les gars, Espagne-Allemagne, c'est la première affiche. Et par rapport au bookmaker, voilà, qui est favori par rapport à l'autre. Donc sur ce match, les gars, c'est très très serré, 52%. Personne voit plutôt l'Espagne, enfin les bookmakers, les paris sportifs, hein, c'est plutôt 52% pour l'Espagne qui serait légèrement favorite sur l'Allemagne. Bon, je sais pas, c'est vrai que là, c'est très compliqué à donner un favori dans cette confrontation qui va être très disputée. Concernant l'équipe de France et le Portugal, donc là, ce serait l'équipe de France qui aurait un léger aussi avantage sur le Portugal. Après, je vais dire, tout ça, les pourcentages, c'est bien. Mais la vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. Concernant le troisième quart de finale, donc samedi à 18h entre l'Angleterre et la Suisse, là, ce serait plutôt les Anglais, quand même, un petit avantage de plus, 10% de plus, donc 60 contre 40 pour les Suisses. Hein. Et Pays-Bas contre la Turquie, donc ce serait les Néerlandais, 62%, quand je dis 10, voilà, c'était bien 20, bien sûr. Hein. Et 62 à 38%, pour les Pays-Bas contre la Turquie, voilà. Et la vérité, ça se passe, on le sait, sur le terrain. Regardez sur ActuFoot, les gars, ils ont fait des petits sondages, en gros, des petits pronostics. Mais nous, là, on pouvait voter pour nous qui on voyait, bien sûr, se qualifier en demi. Donc là, plus de 19 000 votes, hein, Espagne-Allemagne. Et là, la plupart ont mis l'Espagne. Hein, 64%, on voit plutôt l'Espagne. Moi, j'ai mis l'Allemagne. On peut voir ce que j'ai mis. Moi, à chaque fois, c'est le petit truc validé, là. Donc, moi, je pense l'Allemagne à domicile. C'est que l'Espagne, ça joue bien et tout ça. Et je pense que l'Espagne aura le monopole du ballon. Mais je vois bien l'Allemagne leur faire mal en contre-attaque avec des joueurs ultra rapides, des Musiala, des Leroy Sané, tout ça. Je pense que ça peut faire mal. Moi, je partirais sur l'Allemagne. De toute façon, il faut se donner un favori. Je partirais sur les Allemands. Et concernant les trois autres quarts de finale, on peut voir, hein, voilà, aussi, beaucoup de personnes ont voté. Donc tout d'abord, Portugal-France, 74% ont mis la France. Après, peut-être, voilà, sur ActuFoot, c'est beaucoup de Français qui suivent. Donc peut-être ils ont mis la France. Hein. Voilà, 3 sur 4 voient l'équipe de France. C'est ce que j'ai mis aussi. Hein, et j'espère surtout que la France va se qualifier. Angleterre-Suisse, ultra serré. Hein. Mon léger avantage à l'Angleterre, j'ai mis aussi les 50,4% pour les Anglais et 49,6% pour la Suisse. Là, ça aussi, ça sera très disputé, même si sur le papier, on a l'impression que l'Angleterre est beaucoup plus forte. La Suisse, les gars, ça a accroché quand même l'Allemagne, ça a battu l'Italie, donc ils peuvent être la grosse surprise de cet Euro. Et surtout, là, sur cette phase-là, côté droit du tableau, il y a vraiment, tu peux être faufilé comme en finale. Pas facilement, mais voilà, c'est plus apporté que sur la partie de gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Et Pays-Bas-Turquie, donc là 66% voit plutôt les Pays-Bas s'imposer contre les Turcs. Donc maintenant verdict, hein. Samedi aux alentours des 23h voire minuit, s'il y a les tirs au but hein, sur le match Pays-Bas-Turquie, on connaîtra bien sûr les 4 demi-finalistes. Concernant toujours cet Euro et officiel, 18 joueurs de Ligue 1 sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc sur ces 18 joueurs, il y a quand même 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc 4 Français, 4 Portugais. Il y a Xavi Simons et Fabien Ruiz hein, pour compléter, on va dire,
Voilà, tous ces joueurs-là. Il y aura 3 joueurs de l'AS Monaco, il y aura 2 joueurs de Rennes, il y aura un joueur de l'Olympique de Marseille, un joueur de Lens et un joueur de Toulouse. Voilà, Vincent Siro, qui est un joueur de la Suisse, hein, bien sûr, qui affrontera l'équipe anglaise. Du côté du Real Madrid, beaucoup de joueurs, hein, 11 joueurs du Real Madrid sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. Voilà, avec 4 Français, avec 3 Espagnols, avec 2 Allemands, un Anglais et un Turc, bien sûr, Arda Güler. Hein. Et tiens, en parlant du joueur anglais, Jude Bellingham, hein, qui a marqué un sublime but, hein, on sait ce retour acrobatique là contre la Slovaquie, c'était dimanche, et Bellingham compare son retournée à celle de Cristiano Ronaldo contre la Juventus, hein, donc il a dit, quand j'étais en l'air, je me disais, je suis au moins 1m80, il pensait qu'il s'est envolé les gars pour faire ce retourné, mais de hauteur comme CR7, hein. Mais quand je revois les images, hein, j'ai une main par terre, donc c'est pas si acrobatique, hein. Il pensait lui avoir fait le même retourné que CR7, hein, vous savez, ce retourné légendaire qu'il a fait quoi, avec le Real contre la Juve, mais non, en gros il dit que c'était pas si acrobatique parce qu'il touchait, sa main touchait le sol, donc voilà, il n'était pas aussi haut, on peut dire, que Cristiano Ronaldo. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham et ses collègues anglais, ben, hier soir, ils ont eu un concert spécial de Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'est un chanteur, hein, je pense que la plupart connaissent. Donc il a fait un petit concert, bien sûr, avec les joueurs de la sélection anglaise. Concernant Cristiano Ronaldo, tiens, l'avant-veille, hein, du match, hein, contre l'équipe de France, ben, il parle des Bleus, il a dit, hein, nous allons avoir un match très difficile contre la France, qui est favorite dans cette compétition avec l'Allemagne et l'Espagne, et nous allons à la guerre. Donc voilà, pour lui, la France est favorite par rapport à son pays. Le Portugal, je ne sais pas, parce que le Portugal, ça joue très bien. Et quand on voit la France commencer à jouer, hein, c'est plutôt décevant, mais c'est vrai que c'est que des grosses équipes. De toute façon, voilà, quand c'est des énormes teams qui s'affrontent, hein, tout peut arriver. Il n'y a pas de favori, les gars, tout peut arriver, ça peut aller dans n'importe quel sens. Et la presse européenne, tiens, n'est pas tendre avec le jeu proposé par les Bleus contre la Belgique. Hein, le match a eu lieu avant-hier. Donc, par exemple, tiens, le Time, hein, c'est un journal anglais. 2 buts contre son camp, un penalty, aucun but dans le jeu. La France gagne moche encore. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est pas super, hein, le niveau de jeu, mais bon, la France est au moins en quart de finale de nouveau d'une compète. Hein. L'attaque en échec doit remercier la défense. Le journal Le Télégraphe qui met ça. La Gazzetta dello Sport, un journal italien. La France, 0 but dans le jeu, 2 buts contre son camp et un penalty suffisent pour les quarts de finale. Donc c'est vrai que en Europe, voilà, les presses étrangères, hein, même la presse française, hein, que ce soit l'équipe, tout ça, disent que le jeu de l'équipe de France, c'est pas, il est moche, hein, c'est vrai, hein, c'est moche, on se fait un petit peu chier quand on voit le jeu des Bleus avec un manque de précision totale, bien sûr, enfin dans les frappes, tout ça. Mais bon, voilà, on voit encore que c'est un quart de finale, bien sûr, pour l'équipe de France. Pour revenir toujours sur le match avant-hier, tiens, des infos que j'ai pas dit hier, qu'on va leur parler aujourd'hui, même si le match a eu lieu avant-hier, les gars. Donc Griezmann et Thuram ont eu les pires notes des Bleus dans le journal L'équipe, hein, donc hier, le lendemain du match, hein, une note de 3 sur 10, les gars. Donc Griezmann, je l'avais déjà dit, mais Thuram aussi. C'est vrai que ça a été les 2 plus gros flops de l'équipe de France depuis le premier match. Et c'est fou parce que ces 2 joueurs, les gars, sont encore titulaires, ces 2-là. Moi, les gars, je vous le dis, hein, chaque jour, je ne comprends pas. Griezmann, Thuram, qu'est-ce qu'ils font encore titulaires sur cet Euro? Vous n'allez pas me dire, les gars, il y en a pour moi qui méritent plus. Si tu regardes les derniers matchs, un joueur comme Barcola qui a été très bon leur 3e match, qui ne joue pas le 8e de finale, je trouve ça totalement un scandale, hein, de la part des Deschamps. Bon, voilà, ça continue. En espérant qu'ils se réveillent, ces 2-là, hein, pour l'écart, parce que je pense que les 2 seront de nouveau titulaires contre le Portugal après-demain. Et Saliba a eu la meilleure note, une note de 8 sur 10, hein, lors de sa performance contre la Belgique. Hein. Tiens, Deschamps sur le match de Griezmann avant-hier. Hein. Il n'a pas été bon, les gars, Griezmann. Les gars, 3 sur 10. Puis même si ceux qui suivent un peu le foot, ceux qui connaissent un peu le football, savent, les gars, que le Griezmann, il y a quelques années, je sais pas, la Coupe du Monde, Griezmann, l'Atlético, le Griezmann là, de l'équipe de France, c'est le jour et la nuit. Hein. Il a dit qu'il a été très intéressant avec le ballon, c'est ce qu'il dit, hein, Deschamps, je trouve pas. Hein. Il peut avoir une meilleure efficacité si Koundé a fait un tel match. Hein, voilà, dans les gros matchs, je sais que je peux compter sur lui. Voilà, il peut compter sur Griezmann sur les gros matchs. Ben, voilà, peut-être à la Coupe du Monde, mais là sur cet Euro, ben, là c'est que des gros matchs depuis la première journée. Des phases de poule, et pour l'instant, les gars, c'est que des flops, hein, ce qu'il nous est en train de nous réaliser. Antoine Griezmann, donc voilà, Deschamps, il dit un petit peu n'importe quoi, comme souvent. Jules Koundé, tient sur Griezmann. Antoine est l'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi un très bon match, car il m'a beaucoup aidé sur le plan défensif. Bon, peut-être j'ai pas assez vu peut-être ses efforts défensifs, mais quand je sais, les gars, Griezmann joue ailier droit. Donc pour moi, un ailier droit, c'est celui qui doit amener le danger, tout ça devant. On l'a pas vu, les gars, il a fait aucune percussion. Antoine Griezmann. Bref, pour revenir, tiens, sur Koundé, le tableau de chasse de Jules Koundé cette saison. Kvaratskhelia, hein, n'oubliez pas qu'il joue au Barça, donc il a joué contre Naples en Ligue des Champions, il l'avait très bien pris. Hein. Mbappé et Doku, hein, donc voilà, Léo, le prochain de la liste, bon, on espère, hein, parce que Léo sera certainement titulaire dans le couloir, bien sûr, de Jules Koundé, qui devrait lui aussi être titulaire pour ce France-Portugal. Et Koundé, tiens, regardez par rapport à son match, hein, qu'il a pu réaliser.
Voilà, ben, que des bonnes passes, hein. Le passe en verte, c'est des grosses passes. Et les en jaune, les gars, c'est des centres très dangereux, hein, bien sûr. Donc voilà, gros match, hein, de sa part. Et c'est vrai que sur ActuFoot, regardez, à l'heure actuelle, quels sont vos 3 meilleurs bleus de ce début d'Euro? Donc eux, ils ont mis, hein, donc Mike Maignan, Saliba, Koundé. Bon, je suis d'accord, on pourrait rajouter 6 Kanté, mais bon, il faudra en enlever un autre. Voilà, je mettrais ces 3 les Kanté. Pour moi, c'est les 3 meilleurs joueurs de l'équipe, enfin les 4 meilleurs joueurs de l'équipe de France. Les autres, il y en a beaucoup qui déçoivent quand même, hein. Même Mbappé, les gars, il ne nous fait pas un bon Euro, Mbappé. Voilà, un but sur penalty. En 3 matchs joués, c'est pas digne, hein, de Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème, c'est l'efficacité, hein. Donc depuis le début de l'Euro, les Bleus ont tiré 69 fois en 4 matchs. Hein. 69 fois, c'est énorme, les gars. Donc pour seulement 16 tirs cadrés et 3 petits buts. Donc en plus, c'est un but marqué, même pas dans le jeu, hein. C'est un penalty, sinon c'est 2 autres buts contre son camp. Donc c'est quand même très léger, les gars. Voilà, c'est quand même terrible, hein, comme cette statistique. Et Rudy Garcia sur les Bleus, hein, donc les Belges ne méritaient pas de voir l'écart. On n'a pas été dans l'excellence, hein, 10% de frappes cadrées, c'est très peu. On ne peut que s'améliorer, c'est vrai. Hein, quand tu fais 20 tirs et tu fais seulement 2 tirs cadrés contre la Belgique, donc voilà, 10% de tes tirs cadrés. Donc oui, tu peux que t'améliorer parce que là, c'est quand même un gros problème, hein, de louper autant le cadre. Pourtant, tiens, j'ai encore vu l'entraînement de l'équipe de France parce qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux. Les gars, ils mettent but sur but, hein, ils frappent et ça va en lucarne à chaque fois. Et pourquoi en match, les gars, ils arrivent tout, enfin ils tirent tout à côté? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Toujours tiens, avec cette équipe de France en 6 tournois majeurs, la tête des Bleus, Deschamps a atteint 5 fois les quarts de finale. C'est ce qu'il fait tenir quand même en équipe de France. Bien sûr, Deschamps, c'est vrai que l'équipe de France joue pas super bien. Ça, je suis le premier à le critiquer, Deschamps. Mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe de France quand même efficace. Parce que voilà, en 6 tournois majeurs, 5 fois les quarts de finale. Il y a eu seulement l'échec en 8e contre la Suisse. Sinon, c'est au moins les quarts de finale à chaque fois que atteint, on va dire, l'équipe de France. Et concernant le match après-demain, plus de 8200 supporters des Bleus seront à Hambourg, hein, où se déroulera ce France-Portugal. Donc un quart de finale au parfum de revanche, hein, face au Portugal, bien sûr, de Ronaldo, hein, en revanche par rapport à la finale de l'Euro 2016. On clôture cette page Euro, on bascule sur la Copa América parce qu'hier il y avait les 2 derniers matchs de poule, hein. Et voilà, tout d'abord il y avait une finale avant l'heure, les gars, le Brésil contre la Colombie et score final 1-1 de Rafinha, premier buteur du match, 12e minute de jeu, un magnifique coup franc en pleine lucarne. Sublime but, contre un but de Munoz à la 45e plus 2 minutes de temps additionnel. Et du coup, il n'y a plus d'autres buts en deuxième mi-temps, du coup, 1-1. Les statistiques de la partie, on peut voir, j'ai pas vu le match, mais la Colombie, hein, le double de tirs cadrés, hein, 6 tirs cadrés pour la Colombie, 3 pour le Brésil. On peut se dire, hein, peut-être que la Colombie méritait mieux, hein, qu'un match nul, hein. Donc voilà, les 2 équipes sont qualifiées et on peut saluer comme cette magnifique équipe de la Colombie, hein, qui termine première de son groupe, hein, devant le Brésil avec 2 victoires et un match nul. Les Colombiens n'ont plus perdu depuis plus de 26 matchs d'affilée. Ils continuent leur série incroyable à cette équipe de la Colombie. Donc le meilleur joueur du match hier, c'est Rames Rodriguez, hein, donc un gros match de sa part, capitaine, déjà 3 passes D, il n'a pas été passeur D là sur le match hier, il avait été décisif avec des passes D lors des 2 premiers matchs, mais pas hier, mais voilà, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, hein, Rames Rodriguez, toujours au rendez-vous. Et concernant cette équipe brésilienne, hein, ils ont obtenu leur ticket parce qu'hier c'était pas encore sûr d'être qualifié, ça ils sont sûrs d'être qualifiés avec ce match nul. Donc le Brésil se qualifie pour les quarts de finale. Si on revient sur le magnifique but de Rafinha, j'ai dit, hein, ce coup franc à la 12e minute en pleine lucarne, un sublime but du joueur du FC Barcelone. On va parler d'un très gros coup dur pour le Brésil et pour Vini Junior. Pourquoi? Parce que Vini Junior, il a pris un jaune et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le quart de finale. Bah voilà, Vini sera suspendu pour affronter l'Uruguay en quart de finale de Copa América. Et ça, bien évidemment, c'est un très gros coup dur pour le joueur parce que le joueur a envie de jouer, bien sûr, surtout une affiche comme contre l'Uruguay qui a fini première de sa poule, 9 points sur 9, hein, ils ont gagné leurs 3 matchs, donc c'est un énorme match, il ne sera pas là, Vini Junior, peut-être le meilleur Brésilien cette saison, donc voilà, c'est une catastrophe bien sûr pour lui et sa sélection. L'autre match dans la même poule, c'était le Costa Rica contre le Paraguay. Le Costa Rica s'est imposé 2-0, 2 buts inscrits très tôt, hein, 3e et 7e minute de jeu, il y a déjà 2-0 après le score, n'a plus bougé. On peut voir que pourtant, hein, c'est plutôt Paraguay qui a plutôt dominé, les gars. Bon, se marquer 2-0, là il y a eu 2-1, je ne sais pas, il y a eu quel résultat, j'en sais rien. C'est vrai que je sais pas qui a eu bon bref, je vais regarder ça après la vidéo, mais voilà, par exemple le Costa Rica, ça c'est sûr, hein, 2 tirs cadrés, 2 buts, hein, l'équipe de France là devrait s'en inspirer d'eux. C'est vrai que le Paraguay, plus de 15 tirs, 7 tirs cadrés et 1 ou 0 but, je sais pas il y a eu combien, c'est vrai que j'ai pris les 2 photos là, et je sais pas ça s'est fini à combien bien sûr, cette rencontre. Et du coup, le classement du groupe D, les gars, donc c'est bien la Colombie qui finit en tête à 7 points, 5 points pour le Brésil et Costa Rica, 4 points finit 3e, est éliminé de cette Copa América. Et du coup, ce gros match, hein, Uruguay-Brésil sera le gros choc, on peut dire, des quarts de finale. Donc, tiens, par exemple, Rodrigo contre Fede Valverde, 2 joueurs du Real Madrid qui s'affronteront, bien sûr, lors de cette confrontation. C'est dommage, on ne verra pas, du coup, Vini contre
Araujo. On avait vu souvent lors des Classicos, Araujo sur Vini. Bah là, vu que Vini, les gars, est suspendu pour le match, il ne sera pas présent. Et du coup, le tableau final, les gars, de cette Copa América, c'est quand même la voie royale, hein, quand même pour l'Argentine d'aller en finale, les gars. Donc l'Argentine, en plus, dans un groupe très moyen avec le Canada, je sais plus avec qui. Ils avaient le Chili quand même qui était costaud, mais le Chili ils ont floppé, ils n'ont même pas marqué un moindre but. Donc l'Argentine, les gars, ils jouent l'Équateur. Donc si ça passe, les gars, ce sera soit le Venezuela, soit le Canada qu'ils ont déjà affronté. Tiens, c'est leur du match d'ouverture, ils ont gagné 2-0. Donc voilà, là pour la finale, pour aller en finale. Et l'autre côté, les gars, donc Brésil, Uruguay et Colombie, Panama. Donc voilà, déjà c'est un gros match, hein. Brésil-Uruguay, peut-être le Brésil retrouvera peut-être la Colombie, hein, s'il s'impose, et la Colombie, le match où il y a eu un partout, ça pourrait de nouveau une affiche, on peut dire, en demi-finale. Ça se peut qu'il y ait un Brésil-Argentine en finale, hein, comme ça avait été le cas il y a 3 ans où l'Argentine s'est imposée 1-0 sur un but d'Angel Di Maria. Et concernant les 4 rencontres horaires, donc vendredi à 3h, les gars, premier match Argentine-Équateur. Samedi à 3h, ce sera le Venezuela contre le Canada. Colombie-Panama, ce sera dimanche à minuit. Et dimanche à 3h, l'Uruguay contre le Brésil. Voilà. C'est heure française, hein, bien sûr, là, quand je vous parle. Donc voilà, par rapport aux 4 quarts de finale de cette compétition. Et concernant l'Argentine de Léo Messi qui n'avait pas joué le 3e match de poule. Donc Léo Messi est très incertain pour le quart de finale de Copa América contre l'Équateur. Il a tout de même repris l'entraînement lundi, donc avant-hier. Mais pour le match, je l'ai dit, hein, le match c'est quand c'est vendredi à 3h. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas s'il sera disponible. Hein. Donc voilà, pour cette rencontre, donc, ce sera de la nuit de jeudi à vendredi. Hein. Voilà, cette rencontre Argentine-Équateur. Et concernant, tiens, le Mexique et les États-Unis qui ont été invités pour jouer tout simplement cette Copa América. Hein, parce que c'était des pays invités avec le Canada, parce que c'est Mexique, États-Unis et Canada, ceux qui organisent la Coupe du Monde, ils ont été invités. Voilà. Donc le Canada, eux, se sont qualifiés, hein, pour les demi-finales, et le Mexique et les États-Unis éliminés, parce qu'ils ont fini 3e. Pourtant, ces équipes, hein, gagnent à chaque fois, on va dire, la Coupe nord-américaine, parce qu'il y a la Copa América pour les équipes sud-américaines, il y a la CONCACAF Gold Cup, et à chaque fois, soit c'est le Mexique ou les États-Unis qui gagnent. Hein. Et ben voilà, quand ils jouent avec des grosses équipes comme le Brésil, l'Argentine, tout ça, on peut voir, hein, qui floppent, hein, dès les phases de poule, hein, ces deux nations. Voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, sur la Copa América et sur l'Euro. On continue avec les autres infos. Tiens, quelques infos maintenant par rapport au maillot, parce que j'ai pas mal de nouveaux maillots à vous dévoiler là. Et officiel, le PSG vient de dévoiler à travers une vidéo son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà le futur maillot du PSG. Extérieur, on connaissait déjà le maillot domicile, hein, qui avait été porté par exemple, tiens, lors de la finale de Coupe de France contre Lyon, mais le maillot extérieur c'est bien celui-là. Bon, il a déjà fuité depuis longtemps, mais cette fois-ci c'est officiel. Donc un maillot blanc avec l'impression une forme de tour Eiffel. Tiens, en plus il a été présenté dans la tour Eiffel, hein. C'était hier. Donc bleu et rouge, hein. Donc voilà, on peut voir Zaire Emery. Donc peut-être il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que fait Zaire Emery, Marquinhos, qui c'était à la tour Eiffel hier? Non, bien évidemment les photos ont été prises bien avant, mais elles ont été dévoilées hier, hein, parce que par exemple Marquinhos a joué la nuit dernière, donc il n'était pas hier bien sûr à Paris, mais voilà ce maillot, hein. Et n'oubliez pas, je crois que c'est en plus, il faudra que je revoie ça, mais je crois que le maillot là sera le maillot extérieur du PSG pour les 2 prochaines saisons. Ce sera pour cette saison là et la saison d'après. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça t'évite de racheter, on peut dire, un maillot à chaque fois lors de l'intersaison. Donc voilà, très beau maillot bien sûr pour le PSG. Marseille, c'est officiel, dévoile également ses 2 nouveaux maillots domicile et extérieur. Donc tout d'abord le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille version domicile. Très beau maillot, toujours avec Puma, toujours avec CMA, CGM. Et l'écusson les gars avec un petit badge autour, hein. Donc bon, très beau maillot, hein, de l'Olympique de Marseille, maillot extérieur que je trouve vraiment sublime. Donc là il n'y a pas à regarder sur l'écusson, c'est pas pareil, hein. Donc là l'écusson il est comme souvent, que là il est plutôt encadré, mais là il est vraiment sublime. Donc là de couleur bleue avec les sponsors de couleur dorée. Je préférais même celui-là que le maillot domicile. Mais voilà, les 2 nouveaux maillots de Marseille. Concernant l'équipe de Lyon, bon, concernant le PSG et Marseille, ça c'est officiel. Concernant Lyon, c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment sûr, hein. Par rapport au maillot extérieur, parce que le maillot domicile a déjà été dévoilé, hein, je vous montrerai tout à l'heure, hein, avec un joueur qu'il porte parce qu'il a signé au club. Mais voilà, le maillot extérieur de Lyon devrait ressembler à ça, hein, de couleur. Non, on peut voir des reliefs où c'est marqué OL un petit peu tout sur le maillot. Donc bon, concernant le maillot de l'Olympique Lyonnais. Concernant le maillot de Toulouse, le maillot domicile du TFC va être dévoilé, donc un maillot de couleur violet. Donc pas de violet et blanc, enfin il y a un peu le sponsor, hein, un peu blanc, mais voilà, c'est vraiment pratiquement que du violet. Donc très beau maillot aussi, hein, pour cette équipe de Toulouse. Concernant Manchester United aussi, ils n'avaient pas dévoilé leur nouveau maillot. Ah, ça y est, ils viennent de dévoiler leur maillot domicile pour la saison prochaine avec Snapdragon. Je ne sais pas trop ce que c'est, bien sûr, cette société qui sera en plein milieu du maillot, bien sûr, qui va débourser beaucoup d'argent, parce que pour être sur le maillot d'un club comme Manchester, un sponsor, hein, il faut payer bien sûr beaucoup de sous, hein, je pense que ça doit être à plus de 100 millions d'euros, hein, qu'ils ont dû payer sur l'année. Bref, donc voilà le sublime maillot. Donc le maillot rouge, hein, sera à domicile, et après ce sera un maillot bleu, hein, le maillot extérieur, pour bien sûr cette équipe de Manchester. Concernant le Real Madrid, le maillot extérieur du Real Madrid, maillot domicile on le connaît déjà, le maillot extérieur devrait être de couleur orange. Là c'est pas officiel, hein.
Mais bon, il va bien ressembler à ça. Ouais, il sera dévoilé là très prochainement. Et toujours avec les maillots, tiens, et officiel, la pizza de la Mama créée par Mister V, donc un célèbre youtubeur originaire de Grenoble, devient le nouveau sponsor du maillot du Grenoble Foot. Hein, on peut voir voilà, qu'en gros c'est lui qui fait le sponsor maillot tout simplement. Donc voilà, concernant l'équipe de Grenoble. Et concernant ce maillot, vu que là on parlait des maillots les gars, ça c'est du flocage hein, qui floque. Hein. Donc je vote le 7, donc le 7 juillet par rapport, vous savez, les élections qu'il y a en France. Hein, voilà, lui ce qu'il a pu mettre sur son flocage de maillot. Donc il sera périmé après le 7, on peut dire, son flocage, on peut dire, de maillot. Et on continue les gars avec maintenant des infos un peu mercato. Hein. J'ai une chaîne exprès mercato, mais je vais vous dévoiler tiens, quelques infos parce qu'il se passe beaucoup de choses les gars sur le mercato. N'oubliez pas que sur ma chaîne Business Mercato se retrouve demain, lundi et le jeudi, donc demain. Mais là quelques infos les gars. Et tout d'abord tiens, ce joueur les gars, bon je pense que personne ne le connaît, mais c'est un joueur anglais et il coûte très cher. Hein. Donc Hernan Degbury Hall a rejoint Chelsea en provenance de Leicester City. Hein. Donc Chelsea a déboursé 35 millions d'euros pour ce joueur inconnu au bataillon. Enfin moi personnellement je ne le connais pas, peut-être vous le connaissez, tant mieux. Je ne le connais pas, mais voilà, 35 millions d'euros, c'est quand les clubs anglais s'échangent ou se vendent des joueurs entre eux. Ah, c'est des montants fous, 35 millions d'euros pour ce joueur. De contrat jusqu'en juin 2030, hein, il a signé 6 ans du côté de Chelsea. Donc voilà, Chelsea qui a déjà énormément de joueurs. Donc ouais, il s'offre un nouveau joueur. Je ne sais même pas s'il joue défenseur, milieu ou attaquant. Donc voilà. Il y a un autre transfert aussi d'un joueur, hein, Archie Gray, les gars, quitte Leeds et signe à Tottenham pour 47 millions d'euros. 47 les gars, c'est fou. Hein, donc voilà, lui débarque hein, du côté de Tottenham. Officiel, Jørgen Strand Larsen quitte le Celta et rejoint Wolverhampton. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros. Donc il va lui débarque hein, du côté de la première ligue. Tiens, on parlait du maillot de Lyon, hein, j'ai dit qu'on allait te présenter. Bah tiens, c'est pas le maillot qui est présenté, c'est plutôt voilà Karim Mangala. Lyon lève l'option d'achat et Lyon débourse du coup 23 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Mais voilà, le maillot par exemple de Lyon à domicile. Et voilà, le joueur maintenant appartient à 100% à l'équipe de Lyon. On a pu le voir. Hein. Aurel Mangala qui était rentré en cours de jeu lors du match hein, entre la Belgique et l'équipe de France. Il est remplacé, je crois, je sais plus, c'était Luis Openda. Voilà. Bref, officiel, Alexis Sanchez quitte l'Inter Milan et se retrouve libre de tout contrat. Il avait signé 1 an du côté de l'Inter après avoir quitté Marseille lors de l'été 2023. Et ben voilà, son contrat n'est pas prolongé à l'Inter, donc il peut s'engager où il le souhaite. Est-ce qu'il prendra sa retraite? Est-ce qu'il continuera en Europe? Est-ce qu'il continuera peut-être il retournera en Amérique du Sud? On ne sait pas, mais voilà, il peut s'engager où il le souhaite. Concernant Lilian Brassier, c'est pas encore officiel, mais il est bien arrivé hier soir à Marseille. Hein, c'était hier, tiens, regardez, il était avec le photo avec ce supporter de Marseille. À chaque fois que je vois, à chaque fois qu'une recrue est à Marseille, il est le premier. Hein. Donc voilà, ça pourrait être officiel aujourd'hui. Lilian Brassier hein, devra être officiel aujourd'hui à Marseille. Ça devrait être un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Concernant, tiens aussi un transfert qui est quasiment fait, c'est Nicolo Zaniolo est un pas de l'Atalanta Bergame en prêt avec option d'achat. Donc il va quitter le Galatasaray et revenir du côté du championnat italien. Il jouait à l'AS Roma à l'époque, mais là il va signer à l'Atalanta. Donc voilà, ça peut être officiel aujourd'hui. Concernant Kefren Thuram, ça aussi, hein, c'est quasiment fait à la Juventus Turin. Here we go. Donc montant du transfert 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus, contrat jusqu'en 2029. Il va signer 5 ans du côté de la Juve. Kefren Thuram, mais aussi, hein, j'en parlais quand même depuis pas mal de jours, pas mal de semaines. Je dis, hein, c'était chaud hein, du côté de la Juve. Donc voilà, Fabrizio Romano a dit son Here we go. Donc maintenant, on sait que l'officialisation peut intervenir à tout moment. Et du côté de la Juve, peut-être Thuram vient pour remplacer Rabiot parce que Rabiot, les gars, s'éloigne d'une prolongation à la Juventus Turin. Cela malgré une offre de plus de 7 millions d'euros net par an en salaire parce que la Juve veut le prolonger. Hein, Rabiot pour l'instant pas très chaud. Hein. L'international français discute avec d'autres clubs actuellement, dont le Barça, j'ai pu entendre les gars, le Barça qui est intéressé par Adrien Rabiot, on verra, parce qu'il est libre, hein, il est quand même intéressant les gars, Rabiot libre, voilà, tu le prends, c'est comme un joueur qui joue titulaire en équipe de France, donc il a encore une grosse valeur marchande, donc il a 29 ans, donc voilà, c'est-à-dire qu'il peut encore apporter beaucoup à un club. Concernant Morata, donc il a annoncé officiellement, voilà, sur ses réseaux sociaux qu'il reste à l'Atlético Madrid, pourtant il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être quitter le club, il a dit, hein, je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de gagner avec ce maillot, et je ne vais pas m'arrêter avant de l'avoir fait. Donc voilà, en gros c'est lui qui a mis ça sur son réseau Instagram, donc ça veut dire en gros qu'il confirme qu'il reste une année de plus du côté des Colchoneros. Concernant Sébastien Haller, le Borussia Dortmund va laisser partir Sébastien Haller cet été. Son salaire est de 8 à 9 millions d'euros net par saison. Le FC
Juarez, hein, donc Juarez, je sais pas trop comment ça se dit, une équipe mexicaine, et le Beşiktaş seront pour l'instant renseignés pour les Ivoiriens. Après, ça se peut qu'il y a d'autres équipes qui vont se renseigner, mais pour l'instant, voilà ce qui se passe avec Sébastien Haller. Il devrait bien quitter l'équipe de Dortmund. C'est qu'il y aura 2 départs en attaque, hein, donc Haller va partir et Füllkrug aussi devrait partir. Lui devrait aller du côté de Stuttgart. Hein. Füllkrug. On va parler aussi de ce joueur, les gars. C'est un jeune joueur argentin. Il s'agit de Valentin Carboni. Mais qui est ce joueur? Donc c'est l'une des priorités quand même de l'OM pour le poste de numéro 10. Hein. Le meneur de jeu international argentin fait l'unanimité au sein de l'équipe marseillaise. Des premiers contacts ont été amorcés entre avec l'Inter Milan et son agent. Donc voilà, il y a l'Inter intéressé, mais Marseille, les gars, c'est pratiquement une priorité pour le poste de numéro 10. Mais vous dites qui est ce joueur? C'est même moi. Je me dis qui est ce joueur? Il joue à Monza, argentin. Mais un certain Léo Messi parle de ce joueur. Hein. Quand Messi parle du jeune Valentin Carboni pisté par Marseille. Hein. Donc Valentin Carboni a un avenir incroyable. Il est à la fois le présent et le futur de l'Argentine. Hein. Je l'avais déjà vu chez les U20 de l'Argentine. Mais il a beaucoup grandi. C'est un joueur différent avec une qualité incroyable. Et Marseille s'intéresse tout simplement à ce jeune joueur de l'équipe de Monza. On va parler de Stefano Pioli, l'ancien coach de l'AC Milan qui a été remplacé depuis par Paulo Fonseca. Il va signer du côté de Al Ittihad. Il va remplacer Marcelo Gallardo qui a été viré après la saison catastrophique de Al Ittihad, qui a fini 5e du classement alors que l'année d'avant ils avaient gagné le championnat. Donc l'entraîneur italien a signé un contrat de 3 ans avec le club saoudien. On pense son salaire bien sûr va être beaucoup plus élevé que ce qu'il touchait du côté de Milan. Et on finit aujourd'hui les gars, pas de là c'était l'info mercato, il y a encore plein d'autres. Hein. Je vous dévoilerai tous les gars demain. Et juste une petite info concernant des nouvelles de Mesut Özil. Les gars c'est fou, Mesut Özil est devenu tellement énorme. Hein. À gauche une photo prise en 2013 lorsqu'il joue à Arsenal, et à droite une photo postée aujourd'hui, bon c'était exactement hier hein, sur ses réseaux, donc on sait qu'il s'était mis à la muscule, mais voilà, il a quand même pris très rapidement, il y a quelques mois il a été pris, en photo il n'a pas été aussi musclé là, donc vraiment il a pris énormément en quelques mois Mesut Özil, donc félicitations à lui. Maintenant il fait ce qu'il veut, il est en retraite, hein, donc maintenant il s'est focus hein, sur la musculation, on peut voir ça lui va très très bien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain jeudi pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.